Raphaël, un veuf milliardaire, a renvoyé la femme de ménage injustement. Raphaël avait 3 filles jumelles de 5 ans, Léa, Sophie et Valentine. Fabienne était la femme de ménage de l'hôtel particulier depuis 8 mois et avait tissé un lien fort avec les 3 petites filles. Mais la petite amie de Raphaël, Camille, a tendu un piège. Elle a volé un bijou de famille, trafiqué les registres d'accès et fait porter le chapeau à Fabienne. Raphaël y a cru et a renvoyé Fabienne sans même écouter son explication. Mais alors, les filles ont commencé à s'effondrer. Valentine a complètement cessé de s'alimenter. Sophie se réveillait au milieu de la nuit, guettant un bruit qui ne venait plus. Et Léa, la plus silencieuse des 3, avait simplement cessé de parler. C'est alors que Sophie, l'une des filles du milliardaire, a appelé Fabienne au milieu de la nuit et a dit « Léa ne parle toujours pas. Valentine n'a plus faim de rien et moi, je me réveille en attendant que tu entres par la porte. » Ce que Fabienne a fait après cet appel changera à jamais la vie du milliardaire et de ses filles. Commentez d'où vous regardez. J'adore savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Et, si possible, cliquez sur le bouton « J'aime ». Il aide notre chaîne à grandir encore et encore. Maintenant passons à l'histoire. 8 mois avant ce moment dans la chambre de Léa, l'hôtel particulier Beaumont était déjà exactement ce qu'il est maintenant. Une machine à la perfection. Raphaël Beaumont se levait tous les jours à 5h40 du matin, prenait le café que la cuisinière laissait prêt la veille, lisait les rapports nocturnes des marchés asiatiques pendant que la voiture l'attendait dans le garage et sortait par la porte principale avant qu'aucune des filles n'ouvre les yeux. C'était l'ordre des choses. Pas un ordre imposé avec cruauté, mais un ordre qui s'était simplement développé comme se développent les routines dans les maisons où la souffrance n'avait jamais été complètement nommée. Lentement, remplissant les espaces que la vie avait laissés ouverts, transformant l'absence en habitude et l'habitude en normalité. Personne n'avait convenu que ce serait ainsi, mais personne n'avait convenu que ce serait autrement. Cette absence de convention, trop petite pour avoir un nom, avait fait son travail en silence pendant 4 années entières. La maison avait une équipe qui fonctionnait avec une efficacité clinique. La cuisinière arrivait à 6h, les 2 nourrices arrivaient à 6h30. Le chauffeur était disponible à partir de 7h. La femme de ménage principale, qui faisait le grand nettoyage, venait 3 fois par semaine. Et Fabienne Dubois arrivait à 8h du matin, 6 jours par semaine, pour faire ce que toute cette équipe ne pouvait pas couvrir seule, les détails, les fenêtres du premier étage, les coins des couloirs, les étagères de jouets qui devaient être réorganisées sans qu'aucun jouet ne bouge de sa place exacte. Car dans cette chambre, il y avait un ordre que personne n'avait enseigné aux enfants, mais que les enfants, pour une raison que personne n'avait explorée, respectaient comme une loi. Fabienne est entrée dans cet engrenage sans faire de bruit. Elle était compétente, discrète et ponctuelle. Ce n'était pas la première chose que l'on remarquait en entrant dans cet hôtel particulier. C'était exactement le type de présence que l'hôtel particulier était habitué à avoir, utile et invisible. Fabienne avait appris ce rôle avant même d'avoir un nom pour cela. Elle avait grandi en voyant sa mère laisser les maisons des autres exactement comme elle les avait trouvées, propres à l'intérieur, sans trace de son passage. Madame Hélène Dubois avait nettoyé des maisons pendant 20 ans, avec une dignité silencieuse, que sa fille avait absorbée sans s'en rendre compte, avec la notion qu'exister dans l'espace de quelqu'un ayant plus de pouvoir que soi exige une sorte d'effacement doux. Vous êtes là, mais vous n'occupez pas. Vous voyez, mais vous ne commentez pas. Vous entendez, mais vous ne gardez pas. Et Fabienne l'avait fait dans toutes les maisons où elle était passée depuis ses 17 ans, avec une compétence que personne ne remettait en question, parce que personne n'avait besoin de la remettre en question. Le travail était fait, et elle ne dérangeait personne. Mais il y avait quelque chose en elle, petit et têtu, qui n'avait jamais appris à s'effacer complètement. Une attention aux personnes qu'elle ne parvenait pas à désactiver, même quand le travail ne le lui demandait pas. Les jumelles avaient 5 ans et vivaient à l'étage de l'hôtel particulier, comme si l'étage était un pays différent du reste de la maison. Elles avaient une chambre commune assez grande pour être 3 chambres, une salle de jeu qu'aucune des 3 n'utilisait aussi fréquemment que les jouets le suggéraient, et une salle de bain bleue qui sentait toujours le même shampoing aux herbes que la nourrice achetait au marché près de chez elle. Leur routine était structurée comme celle de petits adultes. Petit déjeuner à 7, école à 8, déjeuner à midi quand elle rentrait, si cela se produisait, activité extrascolaire le jeudi. Le ballet que Sophie avait demandé d'arrêter 2 mois auparavant, mais qui était toujours à l'ordre du jour, parce que personne n'avait annulé l'inscription. La natation que Valentine adorait et que Léa tolérait avec la patience de celle qui sait que certaines choses existent simplement et qu'il n'y a rien à faire. Tout était organisé, tout était prévu,
Tout était vide de toute chose autre que la bonne exécution d'un emploi du temps bien construit. Le lien entre Fabienne et les filles n'a pas eu de début, il a eu une accumulation. Le premier signe fut Sophie, qui un matin de mars s'arrêta dans le couloir, son cartable toujours sur le dos, regarda Fabienne penchée, nettoyant la plainte, et demanda avec le sérieux de celle qui pose une vraie question « Vous aimez nettoyer ?» Fabienne s'arrêta, regarda la petite fille et répondit avec la simple honnêteté qu'elle utilisait quand il n'y avait aucune raison d'être autre chose. Certaines parties, oui. Quand ça brille, c'est joli. Sophie resta une seconde à digérer cela. Puis elle hocha la tête comme quelqu'un qui enregistre une information pertinente et partit pour le petit déjeuner. C'était une petite conversation, du genre que les adultes ont et oublient en quelques minutes. Mais Sophie n'a pas oublié. 3 jours plus tard, elle revint avec une autre question sur le nettoyage, puis une autre, puis encore une. Et Fabienne réalisa, sans que cela devienne une pensée consciente, qu'il y avait une fillette de 5 ans qui voulait vraiment converser avec elle. Valentine est venue ensuite avec un style complètement différent. Elle ne posait pas de questions, elle apparaissait. Elle était quelque part, et soudain elle était là où Fabienne était aussi, sans demander la permission, sans expliquer la raison, avec la naturelle de celle qui a simplement décidé que cette présence faisait partie du monde. Et c'est tout. La première fois que cela arriva, Fabienne regarda autour d'elle, s'attendant à ce qu'une nourrice apparaisse pour rediriger l'enfant. Personne n'apparut. Valentine resta debout à ses côtés pendant environ 10 minutes pendant qu'elle nettoyait les fenêtres, observant le mouvement du chiffon sur la vitre, avec l'attention concentrée de celle qui apprend quelque chose d'important. Puis elle dit « Vous ne chantez pas en travaillant ?» Fabienne répondit que non. Valentine dit « Ma mère chantait et partit avant que Fabienne ne puisse répondre. » Ce fragment de phrase resta suspendu dans le couloir, petit et lourd, comme seules les choses que les enfants disent, sans savoir à quel point elles en disent, peuvent l'être. Léa mit plus de temps. Elle était la plus silencieuse des 3, celle qui s'approchait le moins, celle qui observait de loin avec ses grands yeux sombres qui voyaient plus que les adultes autour ne pouvaient percevoir. Fabienne remarqua que la petite fille la suivait du regard lorsqu'elle se croisait dans les couloirs, non pas avec une curiosité ouverte, mais avec l'attention prudente de celle qui n'a pas encore décidé si elle peut faire confiance. Fabienne ne força pas, ne chercha pas l'approche, n'essaya pas d'être sympathique d'une manière qui sonnerait faux, ne fit pas ce que les adultes font habituellement quand ils veulent que les enfants les aiment. Elle n'exagéra pas, elle continua simplement d'être ce qu'elle était à l'endroit où elle se trouvait, faisant ce qu'il y avait à faire. Et Léa, avec la logique patiente que seuls les enfants très silencieux développent, se rapprocha. D'abord, elle resta dans la même pièce, puis du même côté de la pièce, puis un jour elle s'assit par terre à 2 mètres de Fabienne pendant qu'elle nettoyait, et resta là en silence, comme si c'était l'endroit le plus sûr qu'elle avait trouvé ce jour-là. Raphaël voyait peu de tout cela, non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce que voir exigerait d'être là, et être là exigerait une disponibilité qu'il avait appris à ne pas avoir depuis le jour où Anne était morte, et l'avait laissé seul avec 3 bébés d'1 an et un deuil, qui n'avaient jamais trouvé l'espace approprié pour se produire. Le bureau du premier étage avait des vitres dépolies aux fenêtres. Il laissait entrer la lumière, mais pas l'image de ce qu'il y avait dehors. C'était une métaphore que la maison avait construite d'elle-même, sans que personne ne le demande. Raphaël savait que les filles existaient, savait qu'elles étaient prises en charge, il révisait les rapports des nourrices chaque semaine avec l'attention méticuleuse d'un gestionnaire évaluant une équipe. Et les rapports disaient que les filles mangeaient bien, dormaient bien, allaient bien à l'école, ne présentaient pas de problème de comportement. Tout était dans l'ordre, tout était dans ce que l'argent pouvait garantir. Et Raphaël, qui était très doué pour croire aux chiffres, quand les chiffres disaient ce qu'il avait besoin d'entendre, croyait aux rapports. Il y avait des signes. Il y avait toujours des signes dans ces semaines, avant que tout ne change. Mais ils étaient du genre que l'on ne reconnaît qu'après, quand l'histoire est déjà arrivée, et que l'on peut regarder en arrière, et voir ce qui était là depuis le début. Léa, qui parfois restait immobile devant la photo de sa mère dans le couloir, avec une expression qui n'était pas exactement de la tristesse, mais qui n'était pas autre chose non plus. Valentine, qui les nuits d'orage frappait à la porte de la chambre des nourrices, pas celle de son père, car elle avait appris, sans que personne ne lui enseigne, où se trouvait la chaleur disponible. Sophie, qui dans ses cahiers de dessin à l'école, avait commencé à dessiner des familles où il y avait toujours une figure qui restait en dehors du cercle, séparée des autres, sans que le trait ne la connecte à personne. Aucune nourrice n'avait trouvé cela suffisamment préoccupant pour le mentionner dans le rapport. Aucun rapport n'était parvenu à Raphaël avec un langage qui ferait sonner l'alarme qui aurait dû sonner. Et la maison continuait à fonctionner, ponctuelle et silencieuse, tandis qu'à l'intérieur 3 filles de 5 ans apprenaient avec une compétence douloureuse à ne pas trop attendre de personne.
Ce fut Sophie qui découvrit la première que Fabienne savait siffler. Cela se produisit un mercredi matin dans un couloir du premier étage, tandis que Fabienne passait le chiffon humide sur la plinthe avec ce mouvement rythmé et constant qui avait quelque chose d'hypnotique. Sophie apparut dans le couloir en pyjama, les cheveux encore ébouriffés par l'oreiller, et resta là à observer. Fabienne ne la remarqua pas immédiatement. Elle sifflotait doucement, sans intention, la mélodie d'une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter en étendant le linge sur l'étendoir de leur appartement de la banlieue populaire. Quand elle remarqua la petite fille, elle s'arrêta, mais Sophie fit un pas en avant, les yeux grands ouverts. « Ne vous arrêtez pas » et Fabienne, sans comprendre complètement pourquoi, ne s'arrêta pas. Elle continua de siffler en nettoyant, et Sophie resta assise par terre dans le couloir, écoutant avec une attention qui n'était pas celle d'une enfant regardant un tour de magie. C'était celle d'une enfant reconnaissant quelque chose dont elle avait besoin et qu'elle ne savait pas encore nommer. Dans ce couloir, entre le son et le silence, quelque chose commença. Valentine résolut les choses à sa manière, la seule qu'elle connaissait, directement et sans détour. Un après-midi où le jardin avait cette lumière dorée que la fin de journée donne aux choses, quand le soleil est sur le point de partir, Valentine arriva en courant vers Fabienne, les mains sales de terre et un insecte piégé dans une boîte d'allumettes qu'elle avait trouvée dans le débarras du jardinier. Elle voulait connaître le nom de l'insecte. Fabienne regarda. Elle dit qu'elle pensait que c'était une coccinelle. Valentine fronça les sourcils et demanda si les coccinelles mordaient. Fabienne répondit que cela dépendait. Valentine demanda de quoi cela dépendait. Et pendant 20 minutes, dans le jardin où il n'y avait pas de bruit d'enfant jusqu'alors, Fabienne et Valentine restèrent accroupies dans la terre, examinant l'insecte avec le sérieux de deux chercheuses, face à une découverte. La nourrice les observa depuis la fenêtre sans intervenir, sans bien comprendre ce qui se passait, mais sans les déranger. Léa était différente. Léa n'arrivait pas. Elle apparaissait comme si l'espace où Fabienne se trouvait se mettait simplement à l'inclure, sans qu'aucune des deux n'ait besoin de négocier cela. Fabienne remarqua le schéma petit à petit. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce où Léa se trouvait, la petite fille changeait de position sans que cela ne paraisse un changement. Elle s'approchait un peu, restait dans le rayon où l'odeur de Fabienne arrivait, où le son de sa respiration arrivait, elle ne touchait pas, ne parlait pas, elle restait simplement. Et Fabienne, qui avait appris toute sa vie à ne pas occuper un espace où elle n'était pas invitée, apprit là une chose nouvelle, que parfois être invité ne sonne pas comme des mots, ça sonne comme une enfant qui choisit le même coin de la pièce que vous avez choisi, et reste là, silencieuse, comme si, dans cet endroit précis, le monde était un peu plus sûr qu'ailleurs. Les jours s'accumulèrent avec cette vitesse silencieuse que seuls les jours qui comptent ont. Fabienne commença à remarquer que les filles créaient des prétextes pour être là où elle était. Sophie apparaissait avec un cahier, demandant à Fabienne de dessiner avec elle. Valentine arrivait avec une question qui n'était clairement pas la vraie question, c'était l'excuse pour la conversation. Et Léa, sans aucun prétexte, restait simplement. Fabienne répondait à ce qui était demandé, sans jamais exagérer, sans créer d'attentes qu'elle ne pouvait pas soutenir, sans promettre des choses que le monde des maisons d'autrui ne lui permettait pas de promettre. Mais il y avait une attention en elle qui n'avait pas besoin de promesses pour être reconnue par les filles. C'était le type de présence que l'on ressent avant de comprendre, le type de chaleur qui n'a pas besoin d'annoncer son existence pour être réelle. Et les filles, qui connaissaient beaucoup l'absence, reconnurent cette présence avec une précision qu'aucun adulte autour ne pouvait voir. Ce fut un matin de forte pluie que la nourrice Denise remarqua quelque chose et n'apprécia pas ce qu'elle remarqua. Fabienne était dans la salle de jeu, rangeant les livres de l'étagère la plus haute. Lorsque les trois filles entrèrent en même temps, chacune avec une serviette de toilette à la main. Elles s'étaient levées, avaient pris leur douche et étaient allées chercher Fabienne avant le petit déjeuner. Denise apparut à la porte quelques secondes plus tard, le visage tendu par la surprise de quelqu'un qui vient de réaliser que quelque chose s'est passé sans qu'elle le sache. Les filles serrèrent les jambes de Fabienne avec un naturel qui n'était pas une performance, c'était une habitude. Et l'habitude signifiait que cela se produisait depuis suffisamment longtemps pour être devenu une routine. Denise ne dit rien à ce moment-là, mais elle regarda d'une manière qui n'était pas neutre. Et Fabienne, qui savait lire les regards avec la compétence de quelqu'un qui a passé toute sa vie à être lu par eux, comprit que ce regard était un signe. La cuisinière fut la première à dire tout haut ce que d'autres ne faisaient que penser. Ce fut dans la cuisine, lors d'une conversation qui commença sur le menu du déjeuner et qui, par un chemin que Fabienne ne suivit pas complètement, arriva à un endroit différent. La cuisinière était une femme de 50 ans aux opinions bien arrêtées sur la manière dont les choses devaient fonctionner dans des maisons comme celle-là. Et l'une de ses opinions était que chaque personne devait savoir exactement quelle était sa place. Elle dit, sans regarder directement Fabienne, que les filles avaient besoin de limites claires,
que les jeunes enfants s'attachaient vite et se blessaient vite, qu'il n'était pas juste de créer un lien qui ne durait pas. Fabienne écouta, ne répondit pas. Mais il y avait quelque chose dans ces mots qui s'accrocha à elle d'une manière qui ne la quitta plus. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils touchaient à une vérité qu'elle-même connaissait déjà et qu'elle avait évitée. Elle ne pouvait pas être permanente, et les filles comptaient déjà sur elle comme si elle l'était. L'incident qui changea le ton de tout se produisit un vendredi après-midi. Camille était arrivée plus tôt que prévu, avec cette ponctualité stratégique qu'elle utilisait quand elle voulait trouver la maison dans un état qui n'était pas l'état de réception. Elle trouva Valentine assise sur les genoux de Fabienne, sur le canapé du salon, un livre ouvert devant elles deux. Ce n'était pas une lecture formelle, ce n'était pas une activité programmée, il n'y avait pas de nourrice qui supervisait. C'était simplement une petite fille sur les genoux d'une femme, écoutant une voix qu'elle reconnaissait comme sûre. Camille resta immobile sur le seuil du salon pendant environ 3 secondes. Assez de temps pour enregistrer, pour calculer, pour décider. Puis elle entra avec le sourire parfait et dit « Bonjour Valentine », avec une joie qui sonnait exactement comme sonnent les choses quand elles sont construites et non ressenties. Valentine répondit sans lever les yeux du livre. Fabienne ferma lentement le livre et souleva délicatement Valentine de ses genoux. Et Camille retint toute cette scène sans hâte pour l'utiliser le moment venu. Ce soir-là, Camille resta pour le dîner. C'était l'une de ces situations où la grande table de l'hôtel particulier, avec sa capacité à accueillir confortablement 8 personnes, paraissait étrange avec seulement 5, Raphaël, Camille et les 3 filles à leur place sur le côté gauche. Raphaël était plus présent que d'habitude, en partie parce que la réunion annulée de l'après-midi lui avait rendu un après-midi entier qu'il ne savait comment occuper. Il observa les filles. Il observa Camille tentant de leur parler de l'école. Il observa que Valentine répondait par des monosyllabes, sans que cela ne soit de l'impolitesse. C'était simplement le niveau d'intérêt qu'elle pouvait manifester. Et puis, sans que personne ne s'y attende, Sophie demanda avec le sérieux de celle qui pose une vraie question « Fabienne dînera-t-elle avec nous un jour ?» Le silence qui suivit dura moins de 2 secondes. Camille remplit ce silence d'un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Raphaël ne répondit pas, et la question resta suspendue au-dessus de la table comme une chose à laquelle on ne peut pas répondre, mais que l'on ne peut pas non plus oublier. Fabienne commença à percevoir qu'il y avait un nouveau poids dans ses journées à l'hôtel particulier. Ce n'était pas le poids du travail. Le travail était le même qu'avant, les mêmes pièces, les mêmes routines, les mêmes horaires. C'était le poids de savoir qu'elle était observée d'une manière différente qu'avant. Camille la saluait avec une courtoisie impeccable, qui n'avait rien de la courtoisie et tout de l'évaluation. La nourrice Denise avait commencé à apparaître dans les pièces où Fabienne et les filles étaient ensemble avec une fréquence qui n'était pas naturelle. Et Fabienne, qui avait appris à ne pas attirer l'attention sur elle dans des espaces qui n'étaient pas les siens, commença à sentir que l'attention l'avait trouvée de toute façon sans qu'elle l'ait demandé. Il y avait quelque chose qui bougeait autour d'elle, qu'elle ne parvenait pas à nommer complètement, mais qu'elle reconnaissait par sa texture, parce qu'elle l'avait déjà ressenti auparavant. La texture de quand quelqu'un décide que vous êtes un problème, avant d'avoir une raison réelle pour cela. Le moment où Fabienne comprit qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait plus franchir, fut un mardi après-midi ordinaire. Léa avait mal dormi la nuit précédente, un cauchemar selon la nourrice, et était trop silencieuse, avec ce silence lourd que Fabienne savait déjà distinguer du silence normal de la petite fille. Sans réfléchir, sans calculer, simplement parce que c'était ce qu'il fallait faire, Fabienne arrêta ce qu'elle faisait, s'assit par terre, à côté de Léa, et resta là. Elle ne dit rien, n'essaya pas de l'encourager, ne posa pas de questions, n'offrit pas de jouets, elle resta. Et Léa, avec l'instinct précis des enfants qui ont appris à mesurer la qualité du silence des gens, posa sa tête sur l'épaule de Fabienne, avec une confiance si complète qu'elle semblait rentrer chez elle. C'est ce moment que Camille trouva en entrant dans la pièce sans prévenir. Et c'est ce moment simple et absolument dévastateur dans son innocence qu'elle photographia dans sa propre mémoire, avec la froideur de celle qui sait déjà ce qu'elle va faire de ce qu'elle a vu. Camille Borges ne commit pas l'erreur d'agir vite. Elle ne commettait jamais cette erreur. Ce qui la rendait dangereuse n'était pas l'impulsivité. C'était exactement le contraire, la capacité d'attendre, d'observer, de laisser la situation mûrir jusqu'au point exact où une pression chirurgicale suffirait à la faire tomber. Elle avait stocké la scène du couloir. Léa avec la tête sur l'épaule de Fabienne, la quiétude de ce moment, l'intimité qu'aucun argent n'avait achetée, avec la précision de celle qui sait que les souvenirs sont une monnaie et que la monnaie, lorsqu'elle est utilisée au bon moment, achète ce qu'aucun argument n'achète. Elle passa les jours suivants avec son sourire en place, fréquentant l'hôtel particulier avec une régularité qui semblait naturelle, conversant avec Raphaël sur la rénovation du jardin et sur les agendas des filles,
avec l'intérêt calculé de celle qui pratique le rôle de future belle-mère, sans jamais révéler que c'est exactement ce qu'elle faisait, pratiquer. Il y avait un bijou dans un tiroir du bureau de Raphaël. Ce n'était pas la pièce la plus précieuse de la maison en termes financiers, mais c'était la plus précieuse dans un autre sens. Le seul qui importait vraiment, elle appartenait à sa mère, une femme qui était morte quand Raphaël avait 6 ans et qu'il avait gardée pendant 22 ans, comme si garder cela, c'était garder quelque chose d'elle. Une broche ancienne en or blanc avec une petite pierre bleue au centre, sans aucune valeur marchande qui justifierait le poids qu'elle portait. Raphaël ne parlait jamais de la broche, ne la montrait jamais, mais le tiroir où elle se trouvait était le seul tiroir de la maison qu'il ouvrait avec soin, comme quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de fragile de l'autre côté. Camille l'avait remarqué. Elle avait remarqué la façon dont ses doigts hésitaient une seconde avant de refermer le tiroir, et elle avait décidé, avec la froideur de celle qui connaît la valeur des choses par les gestes qui les entourent, que ce serait la pièce qu'elle utiliserait. La disparition ne se fit pas d'un coup. Camille était trop intelligente pour cela. D'abord, la broche fut déplacée de quelques centimètres à l'intérieur du tiroir, juste assez pour que si Raphaël cherchait, il la trouve, mais dans un endroit légèrement différent de l'endroit habituel, semant un doute petit et presque invisible. Ensuite, lors d'une autre visite, elle fut déplacée vers un autre tiroir du même meuble. Camille avait accès au système de contrôle d'entrée et de sortie du personnel. Un détail technique que personne n'avait remis en question, car elle l'avait présenté comme une question de sécurité raisonnable des mois auparavant, à un moment où la confiance était suffisante pour que personne ne demande de justification. Avec cet accès, elle ajusta le registre d'un après-midi spécifique. Elle créa une plage horaire pour l'entrée de Fabienne, dans une pièce où elle avait été, mais l'allongea artificiellement pour inclure les minutes pendant lesquelles la broche avait été déplacée pour la dernière fois. Rien qui criait, tout qui murmurait. Raphaël remarqua l'absence de la broche un dimanche matin. Il cherchait un document dans un tiroir voisin, quand son œil alla par habitude vers ce tiroir spécifique, et l'ouverture révéla ce qui ne devait pas être révélé, le vide où l'objet avait toujours été. Il resta à regarder un instant plus longtemps qu'il ne le fallait pour simplement confirmer qu'il n'était pas là. Puis il referma le tiroir lentement, n'appela personne, ne dit rien, mais il y avait quelque chose sur son visage à cet instant, cette ligne horizontale entre les sourcils que les filles connaissaient comme le signe que leur père portait quelque chose qu'il ne savait comment déposer, qui disait tout ce qu'il ne prononça pas. La maison continua de fonctionner autour de ce silence, comme si elle n'avait rien remarqué. Mais le silence était là, grandissant autour d'un espace vide dans un tiroir qui n'avait jamais été vide auparavant. Camille choisit le moment avec la précision de celle qui a répété. Ce fut un après-midi où Raphaël était rentré plus tôt que d'habitude, et se trouvait dans le salon avec une fatigue visible qui le rendait plus perméable que la normale. Elle entra avec une tasse de café, s'assit dans le fauteuil à côté de lui, et commença la conversation sous un angle complètement différent. Elle parla de la rénovation, des plans d'après le mariage, d'une nouvelle école qu'elle avait recherchée pour les filles l'année suivante. Ce n'est qu'alors, avec le naturel de celle qui mentionne quelque chose en passant, qu'elle dit avoir remarqué des choses qu'elle ne savait pas si elle devait commenter, qu'elle ne voulait pas paraître la personne qui crée des problèmes là où il n'y en a pas, mais qu'il y avait un détail dans le registre d'accès du personnel qui l'avait mise mal à l'aise et qu'elle préférait mentionner tout de suite avant que cela ne prenne plus d'ampleur que nécessaire. Elle prononça le nom de Fabienne avec une neutralité, qui était la chose la plus calculée qu'elle ait dite jusqu'alors. Fabienne ne sut pas immédiatement ce qui se construisait contre elle. Ce qu'elle sut, c'est que quelque chose avait changé dans la façon dont l'hôtel particulier la recevait. Ce n'était rien que l'on puisse pointer directement. Il n'y avait pas de froideur déclarée, pas de nouvelles instructions, pas de mots qui vaillent comme preuve. C'était une texture différente dans l'air. La cuisinière, qui avant la saluait avec la brièveté naturelle de celle qui partage un espace de travail, commença à la saluer avec une brièveté différente, celle qui a une distance implicite. La nourrice Denise avait cessé d'apparaître dans les pièces où Fabienne et les filles étaient ensemble, et cette absence était étrangement plus perturbante que la présence vigilante d'avant, parce que l'absence de ce type signifiait que le jeu avait changé de phase, et qu'elle ne savait pas encore vers quelle phase il avait changé. Fabienne nettoyait les couloirs avec le même soin que toujours, mais il y avait une attention nouvelle en elle. Le type d'attention que le corps développe quand il perçoit que le sol a changé sans que personne ne l'ait prévenu. Les filles ne savaient rien de tout cela. Elles vivaient complètement dans leur propre monde, qui était le monde de Fabienne, des histoires qu'elle racontait en pliant le linge, de l'odeur qu'elle laissait dans le couloir en passant le produit sur le sol, de la main qu'elle tendait sans rien demander en retour. Sophie avait commencé à enseigner à Fabienne les chansons qu'elle apprenait à l'école, inversant les rôles d'une manière que toutes deux trouvaient complètement naturelle. Valentine avait décidé que Fabienne devait connaître tous les insectes du jardin
et menait cette mission avec une gravité scientifique qui était entièrement la sienne. Et Léa avait commencé à laisser de petits cailloux à l'endroit où Fabienne posait son seau de nettoyage. Des cailloux qu'elle choisissait avec soin dans le jardin, les plus ronds, les plus lisses, comme des cadeaux qui n'avaient pas besoin d'emballage, ni de mots pour communiquer tout ce qu'ils devaient communiquer. Fabienne gardait chaque pierre dans la poche de son tablier, sans rien dire. Et ce geste simple valait plus que tout ce que l'hôtel particulier lui avait offert en des mois. Ce fut un mercredi après-midi que Raphaël appela Fabienne à son bureau. Elle le sut avant d'entrer par la porte. Non pas parce que quelqu'un l'avait dit, non pas parce qu'il y avait un signe visible. Elle savait parce qu'elle avait appris à savoir, avec tout son corps, la différence entre être appelé pour une tâche et être appelé pour un dénouement. Raphaël était debout quand elle entra, ce qui était inhabituel, et il y avait une rigidité en lui qu'elle reconnaissait non comme de la colère, mais comme quelqu'un qui est sur le point de dire une chose difficile et qui a choisi de rester debout pour avoir plus de contrôle que la position assise ne lui aurait donné. Il y avait une tablette sur la table avec un écran ouvert qu'elle ne pouvait pas lire de la distance où elle se trouvait. Raphaël commença à parler de confiance, de responsabilité, d'un objet qui avait disparu et d'un registre d'accès qui créait un chevauchement d'horaires qu'il ne pouvait expliquer autrement. Chaque mot était mesuré. Aucun n'était faux en soi, mais la somme d'entre eux formait une accusation qui tenait dans un silence. Et ce silence tomba sur Fabienne, avec le poids d'une chose qu'elle avait déjà portée auparavant. Fabienne ne se défendit pas. Non pas parce qu'elle ne savait pas qu'elle était innocente. Elle le savait avec la clarté de celle qui n'a aucun doute sur ses propres actes. Elle ne se défendit pas parce qu'elle avait appris au cours d'années de travail dans des maisons qui n'étaient pas les siennes, qu'une défense sans preuve sonne comme une négation. Et une négation sans preuve sonne comme de la culpabilité. Et la culpabilité, dans un bureau comme celui-là, était déjà décidée avant même d'ouvrir la bouche. Il y avait un calcul qui se faisait en elle à ce moment-là, rapide et froid, comme seuls les calculs de survie peuvent l'être. Si elle insistait, si elle élevait la voix, si elle exigeait une enquête, elle serait l'employée à problème qui a fait une scène. Et cette étiquette la suivrait dans les prochaines maisons. Si elle acceptait en silence, elle perdrait son emploi, perdrait sa dignité, mais elle partirait sans la marque de la dispute. Ce qu'elle ne calculait pas encore, car cela n'entrait pas encore complètement dans sa conscience, c'était ce que son départ ferait à Léa, à Sophie, à Valentine. Ce poids viendrait plus tard. Il viendrait la nuit, seule dans la chambre qu'elle partageait en banlieue, avec la force des choses que l'on repousse tant que l'on doit fonctionner. Raphaël la licencia avec une semaine de préavis et 1 mois d'indemnité, ce qui était généreux d'un point de vue financier et dévastateur de toutes les autres manières. Fabienne quitta le bureau et se dirigea directement vers le premier étage, non pas pour dire au revoir aux filles. Elle avait pris cette décision sur le seuil du bureau avec la rapidité et la douleur des décisions que l'on prend pour protéger et qui blessent en même temps. Mais pour terminer ce qu'il y avait à terminer ce jour de travail, car partir au milieu était une négligence qu'elle ne se permettait pas, même dans les pires circonstances. Elle nettoya les couloirs avec le même soin que toujours. Elle plia les vêtements qu'elle avait mis de côté pour le repassage. Elle laissa les petits cailloux de Léa à l'endroit où ils étaient toujours répartis par la porte de service, sans qu'aucune des filles ne la voie sortir, car les filles étaient à l'école. Et cette coïncidence d'horaire fut la seule chose que la journée lui donna sans lui en demander le prix. Le vide que Fabienne laissa ne fut pas immédiat. Il fallut un jour pour qu'il commence à exister d'une manière que l'hôtel particulier ressentit. Valentine fut la première. Elle rentra de l'école, parcourut les pièces du premier étage avec une vitesse que les nourrices interprétèrent d'abord comme l'énergie normale de fin d'après-midi, puis comprirent que c'était une recherche. Elle ne trouva pas. Elle demanda où était Fabienne, avec la directivité de celle qui attendent une réponse simple. Et quand la nourrice dit qu'elle ne travaillait plus ici, Valentine resta absolument silencieuse pendant 2 secondes entières, ce qui pour Valentine était une éternité. Et puis elle dit d'accord d'une voix qui n'allait pas du tout bien et alla s'asseoir seule dans le jardin. Sophie fut plus silencieuse, s'arrêta à la porte de la pièce où Fabienne avait l'habitude de nettoyer et regarda l'espace comme quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi un endroit qui a toujours eu une odeur spécifique n'en a soudainement plus. Et Léa, qui avait passé des semaines à se rapprocher, a simplement régressé. Elle est revenue au centre de la chambre, est revenue à la position du début de tout, est revenue au silence que Fabienne avait mis des mois à défaire. Raphaël voyait ce qui arrivait aux filles et il y avait en lui quelque chose qui reconnaissait ce silence, non pas comme père, mais comme quelqu'un qui était aussi resté trop silencieux après avoir perdu quelqu'un. Mais reconnaître n'était pas agir. Et il y avait une distance entre l'inconfort qu'il ressentait et la question que cet inconfort exigeait qu'il pose. Une question qui impliquait d'admettre qu'il s'était être trompé dans une décision qu'il avait prise sur la base d'arguments qui maintenant,
avec le silence de Léa résonnant dans le couloir, commençait à paraître moins solide qu'il ne l'avait semblé dans le bureau. Camille avait déjeuné à l'hôtel particulier cet après-midi-là et avait tenté de s'asseoir avec les filles dans le jardin. Ensuite, Valentine la regarda avec la courtoisie distante de quelqu'un qui a été éduqué à ne pas être impoli. Sophie répondit aux questions sans en poser aucune, et Léa ne leva même pas les yeux. Raphaël observa cette scène depuis la fenêtre du bureau, les mains dans les poches et une petite certitude inconfortable, grandissant dans sa poitrine, qu'il ne savait pas encore ce que c'était, mais qui commençait silencieusement à ressembler à la vérité. Fabienne Dubois avait appris toute sa vie que certains appels téléphoniques changent le sol sous vous avant même de raccrocher. Le téléphone qui sonna ce mardi soir-là était un numéro de nourrice qu'elle n'avait pas enregistré, mais qu'elle reconnut par l'indicatif régional. Elle répondit en s'attendant à n'importe quoi, un objet oublié, une formalité de licenciement, un message bureaucratique que la vie envoie parfois, comme s'il était possible de clore certaines choses par un simple appel. Ce n'était rien de tout cela. C'était la voix de Sophie, petite et sérieuse, avec cette précision de mots que la petite fille utilisait quand elle parlait vraiment et non pour converser. Elle dit seulement ce qu'elle avait besoin de dire. Sans détour et sans drame, Léa ne parle toujours pas. Valentine dit qu'elle n'a plus faim de rien et moi, je me réveille la nuit en attendant un bruit qui ne vient pas. Puis elle resta silencieuse pendant 2 secondes, comme si elle savait qu'elle en avait dit assez, et raccrocha avant que Fabienne ne trouve les mots pour répondre. La petite chambre de la banlieue devint soudain très silencieuse autour d'elle, avec la lumière jaune de la lampe de chevet projetant des ombres sur tout, et le bruit de la rue dehors, existant comme si le monde ne venait pas de changer de taille. Fabienne resta assise au bord du lit pendant un temps qu'elle ne sut pas mesurer. Elle ne pleura pas, ne rappela pas, resta juste avec le téléphone à la main, et ses phrases petites et dévastatrices, occupant tout l'espace en elle. Elle connaissait Léa, connaissait chaque variation du silence de la petite fille, avec une intimité qui n'avait pas besoin de mots pour fonctionner. Elle avait passé des mois entiers à apprendre la différence entre le silence de Léa, quand elle allait bien, et le silence de Léa, quand elle était perdue. Et ce que Sophie avait décrit était le second type, le type lourd, le type qui ne passe pas tout seul. Il y avait sur la table de chevet une feuille pliée avec l'adresse, et l'heure d'un entretien prévu pour jeudi. Une maison dans un quartier chic de l'ouest parisien, une famille avec 2 enfants, un meilleur salaire que celui de l'hôtel particulier Beaumont, une distance raisonnable de son quartier, une sortie propre, un nouveau départ, tout ce que toute personne en situation saine conseillerait. Elle regarda la feuille un instant, puis regarda le téléphone et sut, avec la clarté tranquille des choses qui n'admettent pas de discussion, qu'il n'y avait pas de choix à faire. Il y avait seulement ce qui était et ce qui n'était pas possible de vivre avec. La décision ne fut pas héroïque. L'héroïsme suppose un récit que Fabienne ne construisait pas sur elle-même. C'était simplement ce qui se produisait lorsque l'on mettait sur la même balance la sécurité professionnelle et le silence d'une fillette de 5 ans qui avait cessé de parler, et la balance n'hésitait pas une seconde. Elle se leva du lit sans hâte, alla vers l'armoire, sortit le jean et le simple chemisier qu'elle portait les jours non ouvrables et s'habilla avec le soin de celle qui se prépare à quelque chose d'important. Elle ne prit pas l'uniforme bleu. Il y avait quelque chose dans ce geste qu'elle ne nomma pas, mais qui existait. Elle n'y allait pas en tant qu'employée, elle n'avait pas d'emploi où aller. Elle y allait en tant que Fabienne, ce qui était la seule chose qu'elle avait toujours été, même quand l'uniforme, le seau et le chiffon de nettoyage rendaient cela plus difficile à voir pour les gens autour d'elle. Sa colocataire dormait dans l'autre coin de la chambre, avec la respiration lente de ceux qui ne savent pas que le monde de quelqu'un se réorganise à 2 mètres de distance. Fabienne prit son sac, ferma la porte avec soin pour ne réveiller personne et sortit dans le couloir sombre de l'appartement comme quelqu'un qui a déjà pris une décision et ne fait que s'acquitter de ce que la décision exige. Le bus qui allait vers le quartier de l'hôtel particulier à cette heure de la nuit était presque vide. Fabienne s'assit près de la fenêtre et regarda la ville défiler avec cette impersonnalité que les villes ont à l'aube, quand elles retirent les gens de la rue et ne laissent que les lumières. Elle pensa aux conséquences avec la froideur nécessaire que de tels moments exigent. Si Raphaël la trouvait en train d'essayer d'entrer dans l'hôtel particulier après son licenciement, il avait tout le droit d'appeler la sécurité, de déposer une plainte, de construire un récit nouveau et encore pire sur elle. Si Camille était là, et il y avait une chance raisonnable qu'elle le soit, car Camille fréquentait l'hôtel particulier avec cette régularité de celle qui le considérait déjà comme sien, la situation pourrait dégénérer de manière que Fabienne ne pourrait pas contrôler. L'entretien de jeudi serait compromis si quoi que ce soit tournait mal. Sa réputation dans les prochaines maisons dépendait de ce que personne ne puisse dire qu'elle avait fait une scène, qu'elle avait été problématique, qu'elle avait franchi des limites. C'était tout ce qu'elle avait. C'était le seul capital qu'aucune Camille ne pouvait lui enlever avec un accès au système et un souvenir en guise de monnaie. Et elle était prête à risquer tout cela parce qu'il y avait une petite fille qui avait cessé de parler
et une voix de Sophie disant « Léa ne parle toujours pas avec le sérieux de celle qui ne demande pas, mais raconte ». Il n'y avait plus de raisonnement possible après cela. Elle arriva à la porte de service de l'hôtel particulier quand l'horloge de son téléphone indiquait 22h37. La rue était silencieuse. Le jardin à l'intérieur, visible par le mur bas de ce côté de la propriété, avait cette perfection immobile de toujours. Les arbustes sombres contre le ciel de la ville, le chemin de pierre blanche captant la faible lumière disponible. Fabienne resta immobile sur le trottoir un instant, non par hésitation. L'hésitation était restée dans le bus, elle avait été traitée et laissée derrière elle. C'était le type de pause que les gens font avant les choses importantes. Non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils savent qu'après ce moment, l'avant et l'après sont des choses différentes, et qu'il vaut la peine d'exister un instant à cette frontière avant de la traverser. Elle sonna à la sonnette de l'entrée de service. Le son fut court et métallique. Il y eut un silence de l'autre côté, puis des pas. La porte s'ouvrit avec la prudence de quelqu'un qui n'attendait pas de visite à cette heure. Et la personne qui ouvrit, l'un des gardiens de nuit qu'elle connaissait de vue, mais pas de nom, la regarda avec une expression entre la reconnaissance et le doute. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, de l'intérieur de la maison, venant du couloir qui menait au premier étage, parvint la voix de Valentine. « Qui est là ?» Et puis le son de 3 paires de pieds courants. Ce n'était ni une coïncidence, ni de la magie. C'était simplement que les filles se réveillaient au moindre bruit différent. Cela faisait des semaines. Leur corps avait développé cette hypervigilance que les enfants développent quand le monde autour d'eux a cessé d'être prévisible. Et le son de la sonnette de la porte de service, qui avait une fréquence différente de celle de la porte principale, leur était parvenu par le couloir, avec cette clarté que les sons ont dans les maisons silencieuses. Le gardien tenait encore la porte semi-ouverte quand Valentine arriva la première dans le couloir de service, en pyjama à pois et les cheveux en bataille, et resta paralysée pendant exactement une seconde qui parut une année entière. Puis elle courut, Sophie arriva juste derrière avec l'expression de celle qui était encore en train de digérer si c'était réel ou le genre de rêve dont elle se réveillait à 3 heures du matin. Et Léa arriva la dernière, lentement, les pieds nus sur le sol froid du couloir, et resta immobile à 2 mètres de Fabienne, avec ses grands yeux qui voyaient plus que n'importe quel adulte autour, évaluant avec la sagesse tranquille de celle qui avait besoin d'être sûre avant de se laisser aller. Fabienne s'abaissa au niveau des yeux des filles, sans entrer, toujours sur le seuil, et ouvrit les bras sans rien dire. Et Léa, avec le même geste lent et dévastateur que la première fois, avança. Quand elle arriva à l'étreinte, elle ouvrit la bouche et d'une voix petite et rauque, à force de ne pas être utilisée, sortit une seule syllabe. « Fab ». Le gardien ne savait pas quoi faire. La scène ne figurait dans aucun protocole. Il y avait une femme licenciée à la porte de service, avec 3 enfants accrochés à elle en pleurs, l'une d'elles prononçant un mot pour la première fois depuis des semaines. Et du haut de l'escalier intérieur, Raphaël Beaumont était apparu en silence, en pyjama, avec une expression que le gardien n'avait jamais vue sur le visage de son patron et qu'il ne sut nommer, mais qui était l'expression d'un homme qui voit la preuve d'une erreur qu'il ne peut plus prétendre ne pas avoir commise. Raphaël ne descendit pas immédiatement, resta immobile dans l'escalier, regardant cette image. Fabienne, à genoux sur le sol de service. Valentine les bras autour de son cou, pleurant sans honte. Sophie les 2 mains agrippées à celles de Fabienne, avec une force que rien ni personne ne pourrait relâcher. Et Léa, la tête enfouie dans l'épaule de Fabienne, répétant doucement « Fab, Fab, Fab », comme si le mot était une encre qu'il fallait tester plusieurs fois pour confirmer qu'elle existait toujours. Le gardien regarda Raphaël en attendant une instruction. Raphaël n'en donna aucune, car il n'y avait aucune instruction possible pour ce moment. Il y avait seulement la vérité, simple et irréductible, se produisant sur le sol de service de son hôtel particulier, pendant qu'il restait immobile dans l'escalier, avec le poids de 3 semaines d'erreur grandissant dans sa poitrine, avec l'implacabilité silencieuse des choses que l'on a essayé de ne pas voir, mais qui existaient de toute façon. Fabienne ne demanda rien ce soir-là. Elle n'exigea pas d'explication, ne réclama pas de réintégration, ne posa pas de conditions. Elle resta avec les filles jusqu'à ce que toutes 3 s'endorment. D'abord Valentine, qui lutta contre le sommeil avec l'énergie caractéristique de celle qui ne veut rien manquer. Ensuite Sophie, qui s'endormit la main toujours tenant celle de Fabienne. Ensuite Léa, qui dormit d'une manière qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines, sans le tortillement anxieux des cauchemars, le visage détendu dans une paix simple et totale. Fabienne se leva doucement, ajusta les couvertures, resta un instant immobile à la porte de la chambre, les regardant toutes les 3 dans l'obscurité avec cette quiétude de celle qui garde quelque chose pour toujours. Puis elle s'en alla, non par la porte d'entrée, non par la porte de service. Raphaël était descendu et se trouvait dans le salon.
et il y avait entre eux un silence qui n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qui aurait dû être dit, mais cette nuit spécifique n'était pas encore la nuit pour le dire. Fabienne passa devant lui sans s'arrêter, puis s'arrêta. Sans se retourner, elle dit une seule chose. Léa a parlé. Raphaël resta à regarder son dos s'éloigner dans le couloir, avec la certitude calme et dévastatrice qu'il avait passé des semaines à croire la mauvaise personne à propos de la personne la plus vraie qui était entrée dans cette maison en 4 ans, et que le chemin du retour de cette erreur n'était pas court, pas facile, mais commençait exactement là, dans ce couloir, cette nuit-là, avec ses filles dormant à l'étage pour la première fois, sans se tordre d'angoisse. Ce matin-là, après que les filles eurent dormi et que Fabienne fut partie par le couloir, comme quelqu'un qui porte un adieu sans nom, Raphaël Beaumont resta immobile dans le salon pendant un temps qu'il ne sut pas mesurer. L'horloge murale marquait 1 heure qui n'importait pas. La maison était silencieuse, mais c'était un silence différent de d'habitude. Pas le silence vide de l'absence, mais le silence rempli de celui qui vient de voir quelque chose qui ne peut être vu une seconde fois avec les mêmes yeux. Il était descendu l'escalier en s'attendant à n'importe quoi, une employée licenciée causant un problème, une situation qui nécessiterait un contrôle, un récit que Camille avait prévu et qu'il aurait à gérer. Ce qu'il trouva fut différent. Il trouva 3 de ses filles courant vers une femme qu'il avait expulsée de sa propre maison, et la plus jeune d'entre elles, ouvrant la bouche, et prononçant un mot avec cette voix rauque de celle qui n'avait pas parlé depuis des semaines. Cela ne se gérait pas, cela se portait. Le lendemain matin, Raphaël ouvrit le système de contrôle d'accès de l'hôtel particulier, avec la précision méthodique de celui qui ne veut pas trouver ce qu'il cherche, mais qui a découvert que vivre sans trouver est pire que ce qui est trouvé. Il avait appris à utiliser cette fonctionnalité des mois auparavant, lorsque Camille l'avait présentée comme une mesure de sécurité raisonnable, avec un naturel si calculé que personne n'avait demandé de justification. Maintenant, il comprenait, l'estomac noué, que ce naturel faisait partie du calcul. Il révisa les registres avec le soin de celui qui lit un contrat qu'il soupçonne d'être vicié, ligne par ligne, heure par heure, pièce par pièce. Et puis il trouva ce que Camille avait laissé sans se rendre compte qu'elle le laissait, ou peu, être en le percevant et en pariant qu'il ne serait jamais le type d'homme à vérifier, l'enregistrement de son accès au bureau 2 jours avant la disparition du bijou, sans raison documentée, sans mention ultérieure, juste 1 heure et un nom et un silence autour, qui commençaient à peser d'une manière complètement différente. Raphaël resta à regarder cette ligne sur l'écran assez longtemps pour qu'elle perde l'aspect de données et prenne l'aspect de choses réelles. Il tenta de construire une explication qui ait un sens et qui ne soit pas l'explication qui grandissait dans sa poitrine avec l'implacabilité des choses que l'on ne veut pas accepter et qui existent quand même. Il révisa la conversation qu'il avait eue avec Camille dans le bureau cet après-midi-là. Les mots, le ton, la neutralité stratégique avec laquelle elle avait présenté les incohérences dans les registres. La façon dont elle avait prononcé le nom de Fabienne sans emphase, comme quelqu'un qui mentionne une preuve objective et non une personne en chair et en os. Il avait cru à ce ton, il avait laissé ce ton faire le travail que les arguments à eux seuls ne feraient pas. Et maintenant, avec l'écran montrant ce qu'il montrait, et le souvenir de Léa disant Fab résonnant dans le couloir de la veille, Raphaël comprit qu'il avait été guidé par quelqu'un qui savait exactement où elle allait et l'avait emmené avec elle, sans qu'il ne se rende compte qu'il était guidé. Il confronta Camille le lendemain après-midi. Un après-midi où elle était arrivée avec la régularité fabriquée de toujours, avec un sourire que Raphaël regarda cette fois avec des yeux différents. Non pas les yeux de celui qui aime, mais les yeux de quelqu'un qui cesse enfin de regarder le sourire pour voir ce qui se cache derrière. Il n'éleva pas la voix, il ne le faisait jamais. Il montra les données avec la froideur clinique qu'il utilisait lors de réunions d'affaires, lorsque l'autre partie avait tenté quelque chose qu'elle n'aurait pas dû tenter, et qui était, au fond, le langage que Raphaël maîtrisait mieux que tout autre, le langage des faits sans fioriture. Camille écouta, puis tenta l'angle de l'explication raisonnable. Peut-être était-elle entrée dans cette pièce pour une raison qu'elle n'avait pas mentionnée. Peut-être sa mémoire la trompait-elle sur ces détails. Puis elle tenta l'angle de l'indignation. Que Raphaël doute d'elle après tout, après les efforts, après les plans qu'ils avaient construits ensemble. Raphaël entendait les mots et ne les entendait pas. Il regardait le visage de quelqu'un qui avait menti sur une personne innocente avec une précision qui ne laissait aucune place à l'accident. Et ce qu'il ressentait n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus froid et de plus permanent, la reconnaissance qu'il n'avait jamais connu la personne qui se tenait devant lui. Le bijou apparut 2 jours plus tard. Il se trouvait dans un compartiment d'une valise de Camille qu'elle avait laissée dans la chambre d'amis pendant l'un de ses séjours, non pas caché avec soin, mais rangé avec l'arrogance de celle qui n'aurait jamais imaginé être fouillée. Raphaël le trouva non par intuition, mais parce qu'il avait commencé à chercher vraiment,
avec l'attention prolongée de celui qui a finalement décidé qu'il préfère savoir, plutôt que préférer ne pas savoir. Il resta à tenir la pièce un instant. La petite broche en or blanc avec la pierre bleue qui avait appartenu à sa mère, qui avait survécu à 22 ans de tiroir fermé, et qui était maintenant là comme la preuve la plus concrète d'un mensonge qui avait coûté des semaines au silence de Léa, des nuits sans sommeil à Sophie, l'appétit perdu de Valentine. Il y avait quelque chose dans cet objet, petit et froid dans la paume de sa main, qui réorganisait toute l'histoire d'une manière qui n'avait plus besoin d'aucun mot supplémentaire. Fabienne avait été accusée, jugée et licenciée sur la base d'une architecture de mensonges si bien construite qu'elle avait semblé raisonnable, et il y avait cru. C'était le poids réel. Camille sortit de la vie de Raphaël sans la scène qu'elle avait préparée, car Raphaël n'était pas là pour la recevoir. Quand elle arriva pour la conversation finale avec le répertoire d'une femme qui sait utiliser l'émotion comme argument, elle trouva quelqu'un qui avait quitté cet espace avant qu'elle n'y entre. Non pas physiquement, mais de la manière qui compte. Raphaël était ailleurs en lui-même, dans un endroit qui n'avait pas d'accès garanti à quiconque avait agi comme elle avait agi. Elle tenta le pardon demandé avec des larmes qui pouvaient être réelles ou feintes. Et Raphaël réalisa que c'était la première fois qu'il ne parvenait pas à distinguer et que c'était aussi une information. Il dit seulement qu'il avait besoin qu'elle parte, sans cri, sans jugement à voix haute, sans la cruauté que parfois l'injustice éveille chez les gens quand elle les atteint finalement. Simplement la vérité nue, qu'elle devait partir. Camille partit, et l'espace qu'elle laissa était grand seulement en structure, en substance. Ce qui y était avait été vide depuis avant. Cet après-midi-là, Raphaël resta assis dans le bureau pendant un temps considérable, sans ouvrir aucun document, sans répondre à aucun appel, sans faire aucune des choses qu'il avait toujours faites dans cet espace, comme un moyen de ne pas avoir à faire les autres. Il laissa le silence exister sans le remplir. Et dans ce silence, avec une honnêteté douloureuse, il fit l'inventaire de ce qu'il avait mal fait. Non l'inventaire de gestion, non la liste d'actions correctives, mais l'inventaire moral, celui qui n'a pas de tableau et ne se termine pas par une solution efficace. Il avait cru à la version commode. Il avait laissé la voix la plus articulée remplacer l'évidence la plus vraie. Il avait vu ses filles souffrir pendant des semaines et avait attribué cette souffrance à l'adaptation, à la transition, à tout ce qui n'impliquait pas de reconnaître qu'il avait été l'agent direct de cette souffrance. Et il y avait une femme qui avait passé des mois à s'occuper de ses filles, avec un dévouement qui ne lui demandait rien en retour, qui était partie par la porte de service, sans faire de scène, sans rien réclamer, sans faire ce qu'elle aurait eu tout le droit de faire, et qui était revenue quand même la nuit, sans emploi, sans garantie, parce que Léa avait cessé de parler. Cela n'avait pas besoin de plus d'analyse, cela avait besoin d'une réponse. Raphaël alla chercher Fabienne un jour de semaine, sans prévenir dans un quartier populaire de la banlieue que le GPS le mena à une rue pavée usée, des cordes à linge entre les fenêtres et l'odeur de baguettes chaudes venant de la boulangerie du coin. Il sonna à l'interphone de l'immeuble où elle partageait une chambre avec une autre jeune femme et attendit les mains dans les poches, comme quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il va trouver de l'autre côté, mais qui sait qu'il était temps d'arrêter d'être certain des mauvaises choses. Sa colocataire ouvrit la porte et le regarda avec ce mélange de reconnaissance et de méfiance qui est l'expression naturelle de quelqu'un qui voit arriver quelqu'un qui a plus que vous et apparaît à votre porte sans prévenir. Fabienne apparut au fond du couloir et resta immobile. Elle n'avança pas, ne recula pas. Elle resta exactement là où elle était, les bras le long du corps, et ce regard qui voyait plus que les mots n'arrivait, attendant qu'il fasse ce qu'il était venu faire. Raphaël parla, dit qu'il s'était trompé, dit qu'il le savait, dit qu'il n'avait pas le droit de demander quoi que ce soit, dit que les filles avaient besoin d'elle, et que lui aussi, sans savoir complètement comment, sans être sûr des mots justes pour cela, mais avec l'honnêteté simple de celui qui a finalement cessé d'essayer de paraître plus qu'il n'est. Fabienne l'écouta sans l'interrompre, puis elle posa une seule question. « Les filles vont bien ?» Et Raphaël, pour la première fois depuis longtemps, répondit sans calculer ce que la réponse dirait de lui. « Non, mais je veux qu'elle le soit. » La transformation de Raphaël Beaumont ne fut pas un éclair. Ce fut l'accumulation patiente et douloureuse de toutes ces semaines. Le silence de Léa dans le couloir du premier étage, les cauchemars de Sophie à 3 heures du matin, l'assiette de Valentine avec la nourriture cachée, la scène à la porte de service avec les 3 filles agrippées à une femme qu'il avait expulsée sur la base de mensonges auxquels il avait choisi de croire. Ce qui s'est passé dans ce simple couloir de la banlieue ne fut pas une révélation instantanée. Ce fut le moment où il a finalement dit tout haut ce qu'il avait déjà commencé à savoir en lui-même bien avant, qu'il s'était trompé sur des choses qui ne se corrigent pas avec des indemnités, ni avec une nouvelle embauche, qu'il avait confondu l'absence de preuves visibles avec l'absence de problèmes réels, que 3 filles de 5 ans avaient construit avec une femme de ménage de 29 ans, quelque chose qu'il n'avait pas réussi à construire avec tout l'argent et toute la structure
et toute l'équipe que le monde des grandes maisons offre, non pas par manque de ressources, mais par manque de sa présence, de sa disponibilité, sans le verre dépoli entre lui-même et ce qu'il devait voir, et que le chemin du retour de cette erreur n'était pas une décision d'affaires. C'était un choix de père, un choix qui commençait exactement là, à cet instant, dans ce couloir, avec l'odeur de pain chaud et des cordes à linge entre les fenêtres, avec la seule réponse honnête qu'il avait donnée depuis des années, résonnant entre deux, « Elles ne vont pas bien, mais je veux qu'elles le soient ». Fabienne retourna à l'hôtel particulier. Beaumont, un lundi matin sans uniforme bleu, sans seau, sans l'invisibilité qu'elle avait portée toute sa vie comme une seconde peau. Elle revint avec son jean, son simple chemisier et le même regard qu'elle avait toujours eu, ce regard qui voyait les gens avant de voir quoi que ce soit d'autre. Raphaël l'attendait à la porte principale, pas à la porte de service. Et ce petit détail en disait plus que n'importe quel discours qu'il aurait pu préparer. Il n'y avait pas de fleurs, pas de documents signés, pas de cérémonie. Il y avait 3 filles descendant l'escalier à toute vitesse, avec une rapidité que les nourrices n'essayèrent pas de retenir. Valentine en tête comme toujours. Sophie, juste derrière, avec cette expression de celle qui connaissait déjà la fin avant d'y arriver, et Léa en dernier. Mais cette fois, Léa ne resta pas immobile. Elle courut aussi les bras ouverts, et quand elle arriva à l'étreinte, elle dit Fab d'une voix qui n'était plus rauque, plus hésitante. C'était une voix d'enfant qui avait retrouvé qu'elle pouvait être utilisée. Raphaël resta immobile sur le seuil, observant cette scène les mains dans les poches, et quelque chose sur son visage que les filles n'avaient jamais vu là. Ce n'était pas le visage du père qui fonctionne, c'était le visage du père qui ressent. Et cette petite différence de l'extérieur était énorme de l'intérieur. Les jours qui suivirent furent la construction lente et réelle de quelque chose que l'hôtel particulier n'avait jamais eu en 4 ans de fonctionnement parfait. Désordre avec un sens. Valentine découvrit que Fabienne savait jouer au jeu des petits cailloux qu'elle avait inventés dans le jardin, et elles passèrent un après-midi entier accroupies dans la terre, sans que personne ne consulte l'heure ou ne vérifie s'il y avait une autre activité au calendrier. Sophie commença à montrer à Fabienne tous les dessins qu'elle avait gardés dans ses cahiers, y compris ceux des figures sans cercle, ceux des familles avec toujours quelqu'un qui manquait. Et Fabienne regarda chacun avec l'attention prolongée de celle qui sait que ce que l'enfant crée avec ses mains dit ce que la bouche n'a pas encore appris à dire. Léa retrouva sa voix avec la gradualité patiente de celle qui revient d'un endroit sombre. D'abord des monosyllabes, puis des phrases courtes, puis un jour une longue question pleine de détails sur ce qui était arrivé au petit caillou qu'elle avait laissé dans la poche du tablier de Fabienne, avant que tout ne tourne mal. Fabienne répondit qu'elle avait gardé chacun d'eux. Léa alla dans sa chambre, revint les mains fermées et ouvrit ses paumes, montrant les petits cailloux, les mêmes comptés, comme quelqu'un qui rend quelque chose qu'il avait prêté pour un long voyage et qui a maintenant retrouvé sa place. Raphaël Beaumont mit du temps à apprendre à s'asseoir par terre, mais il apprit d'un coup, non sans les moments où l'habitude des années le faisait rester rigide, quand il aurait dû se détendre, mais il apprit. Il découvrit que Sophie préférait l'orange, non pas parce que c'était la couleur la plus joyeuse, mais parce que c'était la couleur du ciel, au moment exact où le soleil se couche et que le jour n'est pas encore complètement terminé, et que cette explication donnée avec le sérieux de 8 ans sur un visage de 5 était la chose la plus précise que quelqu'un lui ait dite depuis longtemps. Il découvrit que Valentine ne dormait pas dans l'obscurité parce qu'elle avait besoin de voir la photo de sa mère sur la table de chevet pour ne pas oublier son visage pendant la nuit, et que cette peur si spécifique et si raisonnable avait existé pendant des années sans qu'il ne le sache, dormant dans une chambre dans le même couloir. Il découvrit que Léa gardait des petits cailloux dans la poche de son pyjama, non par hasard, mais parce que Fabienne lui avait appris, sans enseigner que les belles choses que l'on trouve en chemin méritent d'être emportées. Raphaël apprit à connaître ses enfants comme on apprend une nouvelle langue, avec des erreurs, avec patience, avec l'humilité de celui qui sait que la fluidité prend du temps et qu'abandonner en chemin est la seule erreur qui ne peut être corrigée. Il y eut une conversation entre Raphaël et Fabienne qui eut lieu un après-midi de pluie fine dans la cuisine pendant que les filles dormaient. Elle n'était pas planifiée, n'avait pas de début marqué, n'avait pas la formalité des choses que les gens organisent quand ils doivent dire quelque chose de difficile. Elle commença avec le café que Raphaël fit avec l'impéritie tranquille de celui qui apprend à faire les choses à sa manière, sans déléguer et qui était trop fort. Fabienne ajouta de l'eau chaude et ne dit rien à ce sujet. Et dans le silence confortable qui exista autour de ces 2 tasses, Raphaël dit qu'il savait qu'une demande de pardon ne défaisait pas des semaines, ne défaisait pas le silence de Léa, ni les cauchemars de Sophie, ni l'appétit perdu de Valentine, et qu'il avait passé un temps considérable à essayer de construire une manière de dire cela qui sonne comme le poids réel qu'il portait, et il n'avait pas trouvé parce que le poids réel était exactement cela. Il n'y avait pas de mot juste.
Fabienne resta silencieuse un instant, puis elle dit qu'elle savait distinguer quand quelqu'un s'excuse parce qu'il a besoin de se sentir mieux et quand il s'excuse parce qu'il veut que l'autre personne sache que ce qui s'est passé était mal. Elle dit que c'était le second type et que c'était suffisant. Un dimanche après-midi, sans rien de spécial marqué à l'agenda, un type d'après-midi que l'hôtel particulier Beaumont avait finalement appris à avoir. Léa entra en courant dans le salon avec un papier plié dans les mains et une urgence qui n'admettait pas d'attente. C'était un dessin au feutre, 4 grandes figures, 3 petites figures, tout à l'intérieur du même cercle tracé avec le rouge le plus épais de la trousse. Raphaël demanda qui ils étaient. Léa sourit. Sophie leva les yeux de son livre. Avant, on ne dessinait toujours que 3. Valentine ferma le sien avec un coup dramatique qui était entièrement le sien, parce qu'il manquait quelqu'un. Il n'y avait plus rien à ajouter, et personne n'ajouta rien. Le jardin de l'hôtel particulier Beaumont restait le même à l'extérieur, symétrique, parfait, avec les arbustes taillés et les fleurs aux angles calculés. Mais à l'intérieur, il y avait du bruit, il y avait du désordre, il y avait des petits cailloux dans la poche du pyjama de Léa et une photo d'Anne souriant dans le couloir et un dessin avec 7 figures dans un cercle rouge, accroché au réfrigérateur avec un aimant de fruits. Et cette différence complètement invisible de l'extérieur du haut mur changeait absolument tout.